Sunaritz, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et voilà, je suis agriculteur, donc paysan depuis une douzaine d'années. J'ai repris la suite de mes parents sur la ferme. Voilà, je suis content de venir dans ce lieu. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de venir dans des restaurants comme ça. Et d'autant plus que, enfin, on vient à la cuisine, on vient livrer, et on connaît bien le chef avec qui on travaille, on échange beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant pour nous, parce qu'on essaye de faire des bons produits, et on essaye de faire des bons produits, je développerai après. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir aussi dans la continuité de la chaîne, d'avoir des gens, des chefs qui font aussi, qui ont du talent et qui mettent en valeur ces produits-là. Alors, sur la ferme, donc moi j'ai des vaches laitières. Je travaille en agriculture biologique. J'ai des Montbéliardes avec lesquels je fais des produits laitiers, donc du lait cru, des yaourts et un peu de fromage blanc aussi. Voilà. Et l'autre production qu'il y a sur la ferme, c'est du maïs. Alors le maïs, c'est aussi un fourrage pour les animaux. Et en fait, depuis une dizaine d'années, je me suis intéressé à ce qu'on appelle une ancienne variété de maïs qu'il y avait au Pays Basque, le Grand Roux Basque. En fait, il y a une dizaine d'années, on entendait parler des OGM. Et nous, producteurs bio, c'est vrai que c'est un petit peu le contraire de ce qu'on veut faire, puisque c'est rendre vraiment les agriculteurs dépendants des semenciers, que quand on rentre dans la logique des OGM, on est sur des plantes qui sont brevetées, on est sur des plantes où on n'a plus de contrôle, on est sur des plantes où on devient dépendant, parce qu'en général, les OGM qui sont commercialisés, c'est des OGM qui produisent des pesticides ou qui sont résistants à des herbicides. Voilà. Et ça nous convenait pas. Et on s'est dit, si on veut être autonome, il faut plus qu'on soit dépendant de ces gens qui font les OGM pour semer dans nos champs. Voilà, parce qu'un jour, même sans nous le dire, ils nous en mettront, on ne comprendra plus. Donc on s'est dit comment on va faire. Et donc on avait un collègue qui avait eu un problème l'année d'avant, un problème de pyrale. C'était pas de la pyrale, c'était scutigirelle. Une plante qui mange les racines de son maïs. Et son père lui avait dit, mais avant on n'avait pas ça dans le maïs du pays. Et il faudrait qu'on le retrouve. Et donc il en avait parlé à un curé qui connaissait en Guipuscoa, à côté de Segura, un monastère où il continue à faire du maïs d'avant, voilà, du Grand Roux Basque. Et donc lui, il en avait ramené quelques kilos, quelques têtes de maïs, et il en avait multiplié et il avait commencé à en faire. Et en fait, j'avais commencé avec lui, avec ses semences à lui, à faire du Grand Roux Basque. Et ensuite, alors la difficulté qu'on avait avec cette population de maïs, c'est elle avait été maintenue en petite population, elle était un petit peu dans une logique de consanguinité un petit peu. Donc c'était une semence qui n'évoluait pas beaucoup, qui au niveau des rendements, l'idée était bonne, mais il faut donner à manger aux vaches aussi. Voilà. Et donc ensuite, on a essayé de trouver d'autres populations. Et donc même du coup maintenant du Pays Basque, on a retrouvé 5-6 origines, 5-6 populations par le bouche à oreille, une du côté de Griatou, une du côté du Bastan, juste côté de la frontière, une par la banque de l'INRA, qui en avait encore. Et donc maintenant on arrive à avoir un maïs qui est vraiment intéressant, même au niveau des rendements. Et le point sur lequel, à l'origine, ce travail il avait été commencé pour donner à manger aux vaches, c'était vraiment ça. Et c'est vrai qu'on a une culture de talois ici au Pays Basque, les galettes de maïs, qu'on a aussi à la maison. Moi, c'est un plat qu'on mange près une fois par semaine à la maison. Et quand j'avais fait moudre le maïs de la maison pour faire du talois, j'avais vu la différence vraiment au niveau du goût. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut vraiment
remettre la farine de maïs et ce maïs-là en avant. Et donc j'ai acheté un moulin, et j'ai un moulin à la maison, un moulin à meule fait par des artisans bretons, et avec lequel on arrive à faire donc, et de la semoule pour faire prendre de la polenta et de la farine, et qui est vraiment goûteuse et qui est très appréciée des cuisiniers. Et donc voilà comment voilà l'aventure de ce maïs, qui est très beau. Enfin, ça c'est subjectif, mais moi je le trouve très beau. Et qui est très bon. Voilà. Alors, ouais, vous pouvez le faire passer. J'ai pris exprès vous voyez, on parle d'une population. Une population, c'est comme nous. Il y en a un petit peu des blonds, il y en a un petit peu des chauves, il y en a qui ont des bonnets, d'autres des moins beaux. Vous pouvez goûter un grain, allez-y. Voilà. Et donc, on verra ce que ça donne à table. Voilà. S'il y a des questions. Alors oui, bien sûr, c'est du maïs qui est cultivé en agriculture biologique, hein, bien sûr. Donc pas d'insecticides, pas de désherbants. Pour faire du maïs en agriculture biologique de manière cohérente, il faut de l'élevage à côté. C'est vraiment la moyenne. On a trop spécialisé l'agriculture, d'un côté l'élevage, d'un côté la céréale. L'élevage est complémentaire la polyculture et l'élevage sont vraiment des choses complémentaires. Pour faire du maïs, pour arriver à faire du maïs qui soit économiquement intéressant et qui fonctionne sans engrais chimiques, bon, il y a des règles, hein, c'est la rotation des cultures, c'est ce qui a été fait depuis que l'agriculture existe, hein, mais qui ne se fait plus depuis 40 ans. C'est la rotation des cultures, c'est la fertilisation organique par les déjections animales, hein, donc c'est cet équilibre qu'on retrouve sur la ferme, animaux, déjection pour fertiliser et pour donner du fourrage qui est remangé par les animaux. Et puis entre-temps, on en garde un peu pour les hommes quand même. Enfin, voilà. Et c'est la base de l'agronomie, ça. Voilà. C'est le b.a.-ba. Voilà. Mais c'est vrai qu'on l'a oublié. Et ce que je dis souvent, c'est que moi-même, quand j'ai commencé ce travail, je ne pensais pas que c'était possible de le faire, et que c'était viable. Et les rendements à l'hectare, combien de gâteaux? Alors aujourd'hui, j'ai deux populations en fait. J'ai une population de Grand Roux Basque, donc avec les origines du Pays Basque, et j'ai une autre population où j'ai puisé sur d'autres origines, parce qu'on a des collègues en Dordogne qui ont récupéré 150 populations de maïs comme ça, un peu partout dans le monde, en Europe, dans le monde aussi. Il y en avait du Brésil, il y en avait d'Irak. Et donc dans la population que je garde plus pour l'alimentation des animaux, j'ai une origine d'Irak, j'ai une origine du Brésil, qui sont adaptées sur lesquelles là, il y a 10 ans de travail de sélection. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle population qui a évolué sur ma ferme. Et donc ça, c'est l'autre intérêt de faire ces semences. C'est qu'on est sur des semences qu'on fait évoluer dans notre contexte à nous. L'idée, c'est d'avoir une diversité génétique assez grande pour faire de la sélection adaptée à nos conditions, à notre écosystème. C'est ça. Et c'est une autre logique de l'agriculture. On a une logique d'agriculture où on réfléchit un système pour nous, c'est-à-dire un laboratoire où les chercheurs de l'INRA réfléchissent pour nous et ils nous expliquent que si tu veux faire du maïs, je te donne la semence, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça, tu mets les engrais, tu mets les désherbants et tu vas avoir du résultat. Donc c'est le modèle qui a été développé depuis 50 ans, où on est sur un modèle où on dit la semence, non, elle ne vient pas d'en haut, la semence, il faut qu'elle s'adapte à nos conditions. Voilà. Et on essaie d'optimiser au maximum le sol, le climat, la géologie du sol, parce qu'il y a des sols qui sont plus riches en potasse, d'autres qui sont plus riches en phosphore. Et c'est pas une recette comme ça, c'est pas une recette qu'on doit reproduire pour faire de l'agriculture, c'est connaître son milieu et
et l'adapter au mieux, quoi. Hein. C'est des logiques différentes. Faire avec son environnement ou se servir de son environnement uniquement comme un support en reproduisant une méthode qui nous vient de... Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des vrais produits de terroir. Parce qu'une plante qui pousse sur un sol avec sa génétique, eh bien, elle sera différente d'une autre dans une autre génétique. Et c'est ce qui fera qu'elle sera différente, c'est ce qui fera qu'elle sera unique, c'est ce qui fera sa valeur, ce qui fera la diversité des goûts aussi après dans l'assiette. C'est une autre culture paysanne. Voilà. Mais là, vous m'avez pas dit Pour les rendements. Aujourd'hui, en rendement, on arrive à 80 quintaux sur la population pour les animaux. Même cette année? Cette année, un petit peu moins. Ouais, cette année, je pense que 70, autour de 70 quintaux cette année. À comparer à 130 en agriculture avec le maïs classique? Irrigué, en terre, meilleure terre possible, 130, hein, attendez. Avec, oui, très bonne terre. 130 l'an dernier dans les grands, Ouais. 70 cette année. Ouais. À 70 cette année. En irrigué? En irrigué? Non, en irrigué. D'accord. Ouais. Tu remarques une meilleure résistance à la sécheresse? Enfin, Oui. Oui. Il y a une meilleure résistance. Ouais. Au vent? Aux gens. Alors, sécheresse, oui. Au vent, on a du retard. Voilà. S'il y a un point sur lequel on a du retard, c'est la résistance à l'averse. C'est-à-dire notre maïs, c'est le grand roubasse qui est grand. Et il n'a pas eu de travail de sélection pendant 40 ans, quoi, parce que c'est quelques-uns qui les ont gardés comme ça. Donc il y a du retard sur l'averse. Sur la sécheresse, par contre, on est mieux. Mais ça s'explique facilement, puisqu'on est en système de fertilisation organique où la plante, pour se nourrir, elle est obligée d'explorer le sol. Donc, elle développe aussi un système racinaire, elle développe son système racinaire. Que si on lui met des engrais qui sont à 10 cm du sol, elle ne va pas développer les racines, et donc c'est une plante qui va perdre cette rusticité-là. Donc, tout l'intérêt d'avoir une plante qu'on sélectionne avec ces conditions de culture. Moi, je compare, si on vous met un pot de confiture tous les matins sur la table, vous allez manger et vous allez grossir, vous n'allez pas être très agile. S'il faut aller ramasser les prunes, vous allez vous muscler et vous ne serez pas la même personne. Mais c'est pareil pour le maïs, si on les met tout sur la table. Voilà. Et alors justement, c'est ce maïs grand roux qu'on fait rentrer, on a un projet pour le faire rentrer dans l'arche du goût de Slow Food, comme les autres produits que vous connaissez, qui sont déjà rentrés dans les 6 autres produits qui sont rentrés dans l'arche du goût. Voilà. C'est un travail qui est fait. Entre-temps, on a trouvé des clés à quelqu'un. J'espère qu'il ne rentrera pas à pied. Enfin, je ne sais pas. C'est à pied là? Oui. Très bien. Gagné. Mais voilà, t'es debout. Allez, t'es debout, on enchaîne. Bravo. Allez. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais me présenter, Iñaki Berroco-Irigoyen. Je viens de Gamart. Gamart, c'est un petit village pas loin de Mussunarit. Et on est du même canton de Saint-Jean-Pied-de-Port. Bon, je vais essayer d'improviser. C'est une autre spécialité des Basques, mais on n'est pas tous doués de la même façon, donc on verra bien sur quelle zone je vais vous conduire, on verra bien. Moi, je suis installé donc, sur ma ferme familiale il y a 3 ans maintenant. Mes parents sont toujours en activité. D'ailleurs, leur départ à la retraite ne va pas tarder et la question de leur remplacement se pose dès aujourd'hui et je n'ai pas encore la solution. Peut-être que vous nous aiderez. Mais sinon, pour l'instant, on est 4 personnes sur la ferme et on compte l'équivalent de 3 temps plein. Donc, on a créé un GAEC, une association avec ma mère, lors de mon installation. Donc, c'est le GAEC Bioc. Et on est les 2 à temps plein. Mon père, qui a d'autres occupations extérieures. Notre responsabilité. Oui, responsabilité plutôt, oui. Extérieure. C'est lui qui préside Bras Chakra. Voilà, entre autres. Et donc, bon, qui a négocié avec le ministre vendredi. Ah oui, quand même. Parmi d'autres. Parmi d'autres aussi. Donc, mon père,
on compte à peu près un mi-temps et ma compagne aussi, qui est enseignante à mi-temps à l'extérieur, passe le restant du temps sur la ferme. Voilà. Donc on est une exploitation de taille moyenne pour notre canton. On a 26 hectares SAU, plus quelques hectares de landes et quelques hectares de forêt. Et l'activité principale, c'est la production du lait, donc de l'élevage, vaches laitières avec un troupeau de 25 vaches laitières à peu près. Entre 20 et 25 suivant la saison de l'année. Comment? De race Holstein, de Nord-Blanche. Voilà. Voilà. Donc, à mon installation, on a converti l'ensemble de l'exploitation en agriculture biologique. Et on a commencé surtout la transformation du lait en différents produits. Le produit principal étant la tome de vache. Donc on fait 2 gammes pour l'instant, même 3. La 3, elle est que pour des privilégiés, notamment le restaurant ici. Mais sinon, je vends du fromage, enfin, on vend du fromage de 3 mois d'affinage et de 6 mois d'affinage. Voilà. Et donc celui que peut-être que vous avez déjà goûté ici a 1 an d'affinage. Et ensuite, une autre activité aussi, on a un petit verger, une petite plantation de fruits, le kiwi, un petit fruit rouge. Enfin, nous, on a la variété rouge, mais sinon il y a 2 variétés, il y a du rouge et du vert. C'est un cousin du kiwi que mes parents avaient mis en place il y a 20 ans à peu près sur la ferme pour diversifier. Voilà. C'est vrai que quand les exploitations ne sont pas très importantes, enfin, d'ailleurs les grandes aussi ne sont pas à l'abri du risque, mais le fait de diversifier, s'il y a une activité ou une filière qui est en difficulté, il y a l'autre production ou l'autre activité qui vient soutenir l'exploitation dans son ensemble. Et je pense que les exploitations du Pays Basque, comme les nôtres, vont tout intérêt à diversifier au maximum et de valoriser un peu l'existant, voilà, les différentes composantes de l'exploitation. Quoi de plus? Ce kiwi, c'est quoi? Oh oui, donc c'est un fruit. Vous n'avez pas porté des champignons? Non, c'est vrai. Où est-ce qu'on les trouve dans le commerce? On n'en trouve pas. Nous, Ça commence. non, ça se termine. La cueillette se termine. Mais peut-être que le développement, voilà, peut-être que la production va se généraliser ou se développer maintenant, à voir. C'est un fruit qui se consomme quand alors? Donc les premiers fruits apparaissent à partir de mi-août et la cueillette dure 2 mois. Voilà, avec un pic notamment. C'est gros comme des cerises, quoi. Oui, des gros blancs, Oui, des gros cerises, mais il n'y a pas de noyau. Il y a 2 variétés, du rouge et du vert. Alors, J'ai gardé pour les Voilà, là, pour l'instant, on passe, on va dire, 95% des fruits en confiture. Voilà, on transforme en confiture qu'on peut ensuite proposer durant l'année. Sinon, mes parents qui ont mené ou assuré cette production jusqu'à maintenant ont eu à l'époque imaginé, enfin, ils l'ont proposé en frais donc, dans des différents commerces, soit sur des marchés aussi, à des restaurateurs pour le travailler. Ils l'ont proposé aussi en sec, comme fruits secs, donc des concentrés d'énergie et de la confiture. À Lourama, ce week-end, il y a eu un dessert avec du fromage blanc qu'on a proposé, avec un coulis de kiwi. Bon voilà, il y a plein de variantes possibles, comme n'importe quel autre fruit. Mais c'est un fruit qui s'adapte bien au climat, c'est un fruit sinon originaire d'Asie. Des amis à mes parents en cultivaient déjà dans le Lot-et-Garonne, et c'est par leur intermédiaire qu'on avait implanté ça sur notre ferme, avec l'espoir peut-être que d'autres seraient intéressés et que ça donnerait des idées à d'autres, mais pour l'instant on est toujours les seuls. Et c'est vrai que on se pose la question si on va continuer. Voilà. Et autour de la Pays Rorade, ils ne sont pas en train d'essayer, justement, parce que comme l'autre kiwi a des maladies, on se demande si ça s'appelle le golden. Bon, c'est la même famille, hein, c'est un actinidia, donc peut-être que le virus pourrait se contaminer aussi au kiwi, mais cela dit, il y a des producteurs qui ont commencé à implanter. Alors notamment, on a été surpris de découvrir qu'ils avaient changé de nom. Il y a une coopérative là, qui incite des producteurs à planter ça, et il l'appelle maintenant Nergie. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure technique de changer les noms, déjà. Mais sinon,
bon, nous, on a hérité le nom du nom qu'avait le fruit déjà, donc le kiwai. Et sinon, sur Internet, il a un autre nom, le kiwi de Sibérie. Voilà. Et donc, c'est un petit fruit rouge. La peau est lisse, pas de noyau, on mange d'eau. Et la confiture, vous en vendez? Et donc, la confiture, par contre, on en vend sur un magasin à Espelette, Lourétique, un magasin de produits locaux. On vend sur un magasin à Ossès, sur la route de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et moi qui suis présent au marché à Saint-Jean-de-Luz le vendredi matin. Voilà. En fait, le Gamart, c'est pas à côté, quoi. Oui. Voilà. C'est une commune magique parce qu'il y a des quantités de gens très actifs. Pour le nombre d'habitants qu'on a, effectivement, le pourcentage est élevé peut-être. Mais c'est pas près de la côte, quoi. C'est plus près de Saint-Jean-de-Port que de Saint-Jean-de-Luz. Mais les distances sont différentes suivant qu'on est à Gamart ou qu'on est à Biarritz. Le Gamart de Biarritz n'est pas trop loin, à l'inverse. Exactement. Mais cela dit, non, on fait 2 déplacements par semaine sur la côte pour. Avez-vous des questions? Ça représente quel volume en quantité? Au plus fort, on a cueilli jusqu'à 2 tonnes. Voilà. On a 35 arts, donc un tiers d'hectare à peu près, et 200 pieds femelles, donc c'est pareil, il y a le pied mâle et le pied femelle, donc, pour la pollinisation. Et chaque arbre peut donner jusqu'à 40 kg. Et ça gêne pas? Ça gèle, ou ça craint le gel, notamment au printemps, quand les bourgeons sortent. Donc il faut lutter contre le gel. Et effectivement, nous on a un système. Donc c'est un fruit qui s'adapte bien ici au sol et au climat local. Il lui faut de la chaleur et de l'humidité. C'est ce qu'on a. Donc on a quand même un système d'arrosage. On a fait une réserve d'eau parce qu'on a une source aussi à la maison. On a fait une réserve d'eau pour pouvoir arroser de temps en temps, notamment en août ou septembre pour que le fruit profite bien. Mais sinon, ça a été surtout dans l'idée de lutter contre le gel et en période de printemps. Donc, on arrose quand il gèle, on arrose et l'arbre gèle. Mais l'arbre se recouvre d'une couverture de gel, de glace. Et ça protège l'arbre. Voilà. À l'intérieur de la glace, ça reste à 0. Et à l'extérieur, il peut descendre à moins 10. Donc c'est assez original c'est surprenant de voir le matin parce que après, avec cette technique-là, il faut continuer l'arrosage jusqu'à que la température extérieure remonte suffisamment et dégèle la glace. Mais du coup, le matin, il fait beau et on voit tous les arbres là gelés dans de la glace. Et la production laitière, vous la transformez entièrement en fromage? Non. Je pense que à peu près 80% du lait qu'on transforme aujourd'hui est fait en fromage, en tome. Sinon, on a une gamme un peu large. On fait d'autres produits, du yaourt, essentiellement du yaourt et du fromage frais à tartiner. Voilà. Mais là, ces derniers mois, je propose aussi du fromage blanc et j'essaye des pâtes molles. Bon, je diversifie un petit peu. Voilà. Mais sinon, de la tome essentiellement. Ouais. Et le fromage à Saint-Jean-de-Luz aussi? Oui, tous les produits. Tous les produits à Saint-Jean-de-Luz. Vous n'allez pas à Kingdom? Non, je ne viens pas à Kingdom. Ça. Et ensuite, on utilise un peu de lait aussi pour engraisser quelques veaux. Qu'on tue à 4 mois, des veaux de lait, élevés au lait. Oui, alors là, on leur donne au seau, mais c'est les veaux sous la mer, ça peut être les veaux au lait. C'est pas les cochons de lait, mais c'est les veaux de lait. Qu'on propose ensuite en colis, en viande fraîche, ou bien en hachois. On transforme de la viande en hachois. Vous arrivez à le commercialiser sous votre marque? Oui, pour l'instant, oui. Bon, c'est vrai que. Enfin, l'hachois, on en a, là, si vous êtes intéressé. non, mais pour l'instant, oui. Donc, pour la partie. C'est d'avoir des gens qui font de la Shoah avec de la viande qui viennent du Pays Basque. Parce que vous savez, comme moi, qu'il y a un paquet de Shoah vendu au Pays Basque avec de la viande qui vient d'ailleurs.
Sinon, pour l'aspect commercialisation, bon, on privilégie la vente directe. Enfin, c'est notre premier mode de vente, donc de la maison. On fait donc un marché à Saint-Jean-de-Luz. Ensuite, quelques foires occasionnelles comme ce week-end à Bourama. Et ensuite, on approvisionne quelques restaurants, quelques écoles, les cantines d'école, quelques magasins aussi, j'oubliais, mais on fait une tournée sur quelques magasins. Bon, voilà. Un peu d'expédition, mais pas grand-chose. Voilà. Et donc, il nous reste en fin de semaine surtout, un peu de lait qu'on évacue, enfin qu'on vend encore à une coopérative laitière, voilà, une laiterie. Mais c'est vrai que la part transformée a augmenté assez vite, je trouve, et là, peut-être qu'on vend 20% ou en dessous de 20% du lait. Et l'idée, c'est certainement d'arrêter de livrer, de sortir du circuit de laitier, de transformer l'ensemble, mais comme je disais tout à l'heure, il y a la question de la main-d'œuvre qui se pose. Donc, il y a des parents qui sont en partance, donc l'idée c'est quand même de les remplacer, de ne pas. S'ils veulent nous donner un coup de main, continuer pour entretenir la forme, on va accepter, mais ne pas être dépendant de leur présence. Et voilà, donc. Après, c'est vrai que l'option qu'on a choisie aussi de diversifier beaucoup et de faire plein de produits différents, etc., c'est pas la simplicité non plus. Donc, c'est vrai que, et comme c'est moi qui assure la transformation, je sens mes limites. Mais bon, c'est intéressant aussi. On simplifiera peut-être quand on sera obligé, on verra. Un autre point, nous qui nous tient à cœur et qu'on pratique aussi depuis pas mal de temps maintenant, avant d'être certifié en agriculture biologique, on est sur un système à l'herbe, c'est-à-dire que nos vaches elles sortent quasiment toute l'année dehors et elles vont brouter. Enfin, la part importante ou principale de leur ration est l'herbe qu'elles vont chercher elles-mêmes dehors. Voilà. Donc ça paraît anodin mais dans les systèmes laitiers, c'est vrai que c'est une production qui a été très intensifiée, très industrialisée. Les tendances générales vont vers ça quand même, sur des systèmes plutôt hors sol, avec beaucoup de maïs en silage et les vaches tout le temps dedans, sauf pour peut-être dehors pour racler les tables, pour libérer les tables pour la nettoyer. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plus en plus d'exemples ou de cas qui vont dans ce sens-là, et c'est des systèmes qui sont coûteux et pas très intéressants pour le paysan à la fin du mois, quoi. Et pour la qualité du lait non plus, bien sûr. Le lait est complètement différent. Une vache laitière vit combien de temps? Voilà. Une vache laitière peut vivre plus de 10 ans, 12 ans, 15 ans. Ah oui. Ouais, elle peut faire, je ne sais pas, jusqu'à 10 vélages, pour le meilleur, je pense, mais voilà. Mais je crois que dans les systèmes industriels, voyons, tu dois avoir plus de. Je ne sais pas, mais je crois que la moyenne, elle est. Pour lactation, donc c'est 7 ans, 6 ans. Et encore. C'est-à-dire, de lactation, c'est 2 veaux, quoi. Donc, Pourquoi vous avez choisi Holstein et monsieur le Mondélia, le taux butéol? c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, et en plus, le lait de Montbéliard a des taux plus intéressants, notamment quand on utilise le lait pour la transformation. Voilà. Bon, mes parents, ils ont toujours travaillé avec la Holstein. La Holstein, ça fait 2 générations qu'elle est sur notre exploitation. Avant, c'était la Pinoire bretonne. Voilà. La petite histoire, bon, je raconte un peu que j'ai surtout entendu, mais quand les vaches ou la vache était venue à la maison, elle était venue en camionnette, tac, devant la maison, et la porte s'était ouverte comme ça, et la vache était sortie, et mon grand-père avait demandé et où est la vache. Vous voyez,
que c'était l'euro, parce que la race bretonne, elle est toute petite. Vous avez pu peut-être la voir l'année dernière. C'était la région invitée, la Bretagne était la région invitée à l'Orama, et ils avaient amené des pinoirs de là-bas, c'est vrai qu'il n'est pas très loin. Et depuis, il a été sélectionné. Et... Moi, je suis breton et j'ai connu la Pinot en Bretagne. Ah, voilà. Chez mes grands-parents. Ouais. Et j'ai vu arriver les premières frisanes Pinot Voilà. de Hollande. Et oui, et qui ont été ensuite croisés, Les recroisés. Holstein qui ont été croisés avec frisanes. Puis après, c'est le Holstein pur. Voilà. Donc, c'est l'évolution qu'on a eue à l'exploitation, à part que, bon, on n'est pas des mordus de sélection et de génétique, mais on choisit quand même les taureaux qui inséminent nos vaches, et les critères de sélection, de choix, c'est surtout l'aptitude à la pâture, donc à la promenade, ou enfin, voilà, des aplombs costauds, et ensuite toujours des taux pour le lait, des taux améliorateurs. Bon, voilà. Donc on a un troupeau, même s'il est de race Holstein, qui fait un lait qui peut nous convenir ou qui nous satisfait, on va dire. Surtout, enfin, c'est surtout le résultat final qui nous satisfait pour l'instant. Voilà. Donc c'est vrai que bon, je ne suis pas trop mécontent du fromage qui sort de ce lait-là. Et voilà, peut-être que je dis ensuite, ça fait que 3 ans aussi que je suis sur l'exploitation, qu'on a commencé à transformer. Donc peut-être que comme j'ai d'autres sujets sur la table et d'autres points plus urgents, peut-être que plus tard, on va venir à changer la race. Ça, et ensuite, je dirais aussi que c'est surtout le système de production aussi qui fait le lait qu'on a à la fin le lait qu'on a dans le tank. Donc, avoir des Montbéliards et être sur un système plus poussé, peut-être que le lait il est moins riche qu'avoir des Holstein et être sur un système plus respectueux de l'animal avec la pâture et voilà. Mais Merci. voilà. Eh bien, après les vaches, on passe aux brebis. Oui, après les jeunes, c'est le vieux. Donc, bonsoir, Etchar, Asparin. Donc, on a une ferme à Asparin et un système uniquement à l'herbe. On ne fait pas de céréales, on ne fait pas de maïs, nos bêtes ne mangent pas. Les bêtes adultes n'ont pas d'aliments. Donc, essentiellement brebis. On a gardé une ancienne race. La petite tête rouge, certains connaissent certainement. Sachiardi. Une ancienne race qui est adaptée au milieu, voilà, et qui sort toute l'année et qui vit même une bonne partie de l'année sans rentrer dedans. Voilà, c'est pour ça donc une ferme. Je vous présente une ferme avec on est 3, ma fille et ma femme et moi. 3 pour le moment. 3 pour le moment, voilà, excusez-moi. Et donc essentiellement de la brebis pour faire de l'agneau de Pâques, janvier, février, mars, mais essentiellement de l'agneau de Pâques. Puis l'agneau de montagne, c'est-à-dire les brebis qui agnellent tardivement partent avec leurs agneaux en haute montagne. Donc on a la chance d'avoir un droit de pâture en haute montagne, et donc actuellement depuis fin avril, toutes les brebis sont en montagne. Et donc là, quand on réussit à en ramasser certaines, on descend les agneaux pour les vendre à soit des clients en vente directe, soit à des restaurateurs comme ici. Voilà. Que vous dire d'autre? On a aussi des blondes, c'est une race à viande, et on vend des veaux voilà, en vente directe ou dans les commerces. Exploitation en bio. Moi j'ai toujours fonctionné en bio, mais c'est depuis que la fille est installée, c'est elle qui a la certification bio depuis 2-3 ans. Voilà. Race de brebis que vous ne connaissez pas peut-être, parce que l'essentiel de cette brebis c'est l'agneau, le lait est secondaire. Voilà. Contrairement aux races dites locales où l'essentiel c'est le lait et l'agneau n'est qu'un sous-produit.
Voilà. Ces produits étaient chez Boutique Bio à Vidar. Vous étiez déjà venu. Ah oui, il y a 2 ans. Vous n'avez même pas au début de l'agneau d'ailleurs, tellement ça avait été travaillé bizarrement. Voilà, oui, tout à fait. Peut-être qu'ils l'ont mangé et que ça savait autre chose. Moi, je sais que je dois faire. Voilà. Avez-vous des questions? Là, il y a l'agneau des Pyrénées qui a été reconnu dans l'IGP. Oui. J'ai entendu. Oui. Mais Votre agneau, dans la race de. bon, Est-ce qu'il y a des. l'agneau, l'IGP, bon, c'est un argument de vente, je pense. Donc, notre race Chachiardi, c'est tout. On va pas s'insérer là-dedans, c'est tout autre chose. C'est autre chose, donc bon, il faut le goûter. C'est un débat qu'il faudra qu'on ait un jour entre les labels ou pas, parce que c'est une vraie question dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Dans certains cas, c'est devenu tellement compliqué d'avoir quelque chose, mais tu peux nous en dire 2 mots peut-être? Oui, le label, bon, label rouge, label ceci, label ça, ce ne sont que des arguments de vente. Hein. C'est un cahier des charges. Voilà. C'est une étiquette de vente, tandis que la réalité, comme on dit mes 2 collègues, c'est le lien avec la terre et comment sont menés ces animaux, comment ils vivent, voilà. Et c'est ça qu'on ressent dans les produits que nous vendons, que nous proposons. Comment on peut le savoir de façon sûre, indépendamment de vous? Pardon, monsieur? Comment on peut savoir de façon sûre que le produit est de bonne qualité, indépendamment de la belle rouge du foliot intégrant? Qui vient chez vous, je le sais, mais si je vais l'acheter quelque part. attends, tu poses une vraie question. On va peut-être pas avoir le temps de le débattre vraiment. Mais non, justement, c'est la vraie question qu'on traite à Slow Food. C'est qu'à un moment donné, quand tu connais le producteur et que tu vas l'acheter chez lui, qui a le circuit court, tu as plus de chances d'avoir le produit que tu connais, et ainsi de suite, que quand tu vas l'acheter dans un système de grammes de consommation, entre guillemets. Que je ne veux pas critiquer, il faut de tout pour tout le monde. Et donc, les Parisiens, comme ils ne connaissent pas le producteur, il leur faut justement un label. Sauf que l'ennui de ce label, c'est que c'est un cahier des charges. Et dans le cahier des charges, il faudrait quelquefois être sorti de Polytechnique pour savoir le lire. Et quand on les lit, certains cahiers des charges, on est tout à fait surpris de voir qu'il y a toute une série de questions. Moi, je ne suis pas ingénieur agro, et dès qu'on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y a des questions qui ne sont même pas posées. Il y a des questions qui ne sont même pas traitées. Il y a certains produits qui sont en AOC, vous savez, enfin, l'ancien AOC, qui sont le nouvel AOP, où on ne parle pas du tout des intrants. Attention. Donc, vous voyez, la question, c'est que vous avez les produits soi-disant normés, dans lesquels on pourrait acheter avec, ou qu'on peut acheter avec pense-t-on confiance, alors qu'il y a un cahier des charges qui est fait avec du gruyère. Enfin, du gruyère, excusez-moi. Et donc, ça veut dire qu'il y a des produits. Je vais laisser parler les professionnels, parce que moi, je ne connais pas. Je vais vous dire mon expérience personnelle dans une grande surface. Nous avons vendu directement dans une grande surface de la côte ici l'agneau et le veau pendant 13 ans. Donc ils étaient très 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 contents jusqu'au jour où ils m'ont dit, parce que les besoins de comptabilité ou de patron, ils m'ont dit Arcadie est moins cher. Textuellement, Arcadie est moins cher. Arcadie, c'est le bas de gamme. Hein. Voilà. Donc, c'est la bas de gamme. Arcadie, c'est un système industrialisé de vente. Oui. C'est des laboratoires, c'est des abattoirs, c'est évidemment du bas de gamme, mais c'est l'industrie de la viande. C'est l'achat au moins cher à un producteur pour le vendre pas trop cher à des revendeurs. Oui, avec une grosse marge. Voilà. Et gagner plus d'argent. Voilà, et avec, au bout du compte, il y a un mort, c'est le producteur. Et le consommateur. Aussi. Voilà. Oui, ça aussi, le consommateur aussi. Ah ben oui. Tout à fait. Donc, oui, on est, dans notre tête, on est parti d'un pourquoi faire de la qualité. C'est parce que ça ne sert à rien de produire d'élever des bêtes pour justement nuire aux consommateurs. Ça ne sert à rien. Et dans ma famille, c'est une histoire très très personnelle. J'ai eu
un décès de ma mère à 47 ans, et donc je me suis dit à l'époque, tu ne vas pas faire n'importe quoi, ça ne sert à rien de travailler pour tuer. Voilà. C'était le DDT à l'époque. Ah oui, c'est pareil. Voilà. Chose qui est interdite depuis 30 ans en France, mais qui est toujours autorisée en Amérique du Sud. Hein. Et qu'on continue à utiliser maintenant. Voilà. Et donc on a des cousins en Amérique du Sud, et eux, ils utilisent... Voilà. C'est bon ça, toi? Pardon, oui. Voilà. Oui, comme le Roundup, comme des herbicides, comme tous ces dérégleurs hormonaux, quoi, hein, tous ces dérégleurs hormonaux qui induisent des dérèglements dans l'organisme chez les êtres humains et tous les êtres vivants, et qui se traduisent par une augmentation de... C'est une calamité. D'autres questions? Vous pouvez nous parler du veau, parce que son veau est exceptionnel. Oui, c'est un veau de race blonde, vache blonde, quoi. Hein. Blonde Aquitaine, oui. Des veaux qui sont faits, qui sont gras. Bon. Nous, nos vaches sont entravées, donc tous les veaux têtent toutes les vaches. Toutes les vaches se laissent traiter, voilà. Tétées. Voilà. Et voilà, toutes les vaches, pardon. Vous les vendez à quel poids? Oh, pour les femelles, 160 kg carcasse et les mâles, 200 kg carcasse. Oui. Et bien, on les vend en colis, en... Circuit court, si vous voulez. Oui, oui. Donc on peut commander et... Oui. Ben, je vais vous donner une carte. Vous avez un numéro de téléphone. Les gens commandent, et quand on a suffisamment de commandes et qu'on a un veau qui est prêt, on avertit tout le monde par téléphone, et voilà, on livre une voiture frigo, quoi. Sur Anglette, sur Bayonne, sur Biarritz. Oui, donc c'est quand même des veaux lourds, quoi. C'est pas des veaux de 8 jours. C'est pas des... C'est pas des veaux de 8 jours. Ah, non, c'est des veaux lourds et c'est des veaux de 6 mois. Hein. Voilà, mais bon, on n'est pas les seuls, hein. On est plusieurs à faire cette façon. Hein. Oui, donc il va. Et voilà. Oui. Alors, merci. Non, mais ça va être intéressant de l'écouter pour qu'il nous... Parce que, historiquement, c'est pas un Basque. Il est là depuis 2 ans. 2 ans. Voilà. Et donc, il a beau être là depuis 2 ans, il fait ce qu'il faut, et c'est lui qui nous amène des producteurs comme ça. Donc, je dis, ça va être intéressant de l'écouter, nous dire comment il fait, ce qu'il en pense. Bon, tout d'abord, bonsoir. Alors, moi, je viens des États-Unis. J'ai des origines françaises, bien sûr, mais je viens de passer 10 ans en Californie, plus précisément à côté de San Francisco, où le concept de slow food, on va pas dire est né, mais moi, j'en ai beaucoup appris là-bas. Car, non, il est né en Italie. Oui, mais enfin, le maire de San Francisco était vraiment un fou de nourriture safe, comme il l'appelle ça. Et il en avait un peu marre de voir des gens très gros dans sa ville. Et c'était un peu son idée aussi d'apporter de la bonne bouffe et de la meilleure bouffe. Parce que les Américains, c'est pas qu'ils mangent mal, mais ils mangent... ce qu'ils mangent n'est pas forcément très mal. Et ils ne savent pas se nourrir comme il faut, dans le sens où ils mangent tout le temps. Tout le temps, à toute heure. Et le slow food, c'est le concept de fast food, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il les a un peu, en implantant des marchés, des façons de manger. On a fait énormément d'événements avec les chefs voisins et des petits producteurs entre San Francisco et même Santa Barbara. Tellement on fait beaucoup de menus et inviter des gens que petit à petit le process a pris. Et c'était vraiment reconnu. Si on n'allait pas au marché, on passait pour le mauvais chef, quoi. Donc c'était vraiment intéressant de voir les gens qui revenaient sans arrêt, et un peu comme M. Etchard avec ses veaux. Les gens commandaient, je vais avoir 2 groseilliers. Et pratiquement, il fallait réserver les groseilles qu'il allait avoir parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Donc c'était vraiment beau de voir ça pour ma carrière là-bas aux États-Unis, de voir la fin comme ceci. Donc moi, quand je suis rentré ici, c'était un peu difficile de trouver des petits producteurs. Une fois, j'ai rencontré la maman d'Iñaki sur le marché, j'ai dit je veux à tout prix ce fromage pour le restaurant. Elle n'a pas voulu me donner son numéro de téléphone au début.
Et petit à petit, je pense qu'ils ont commencé à discuter derrière au Pays Basque qu'il y avait un Français moitié américain qui voulait des produits et eux ont commencé à m'appeler. Et moi je suis enchanté des produits, c'est vraiment ma recherche, travailler un produit sain, un produit bon, bio, de préférence bien sûr. Mais ce que j'aime beaucoup c'est le contact avec le fournisseur. L'agriculteur, la personne qui a transformé le lait en fromage, je veux comprendre pourquoi il a fait comme ceci. Yon Ludo me racontait comment il faisait sécher sa luzerne, vraiment légèrement pour ne pas perdre toutes les bonnes choses de la luzerne. Et c'est vraiment ce que nous on essaye de faire en cuisine, c'est-à-dire que parfois le cuisinier doit s'effacer devant le produit. Et j'espère que ce soir j'aurai réussi à vous faire comprendre ça par rapport au repas. Mais le cuisinier veut toujours trop en faire. Un cuisinier à 20 ans veut toujours trop en faire. 25 ans, il veut toujours trop en faire. Et petit à petit, avec maturité et expérience, je ne vais pas dire qu'il en fait de moins en moins, c'est pas pareil, c'est pas vrai, mais les producteurs sont là. Si vous avez les bons producteurs, les bons produits dans la maison, le chef doit savoir s'effacer par. Et ça demande. Monsieur Boyer m'a appris ça. Monsieur Gérard Boyer, je ne sais pas si les personnes comprennent, le connaissent. Une fois, j'ai venu cuisiner aux États-Unis avec moi, et bien sûr, vous voulez toujours impressionner, vous montrer, vous savez cuisiner. Et il m'a dit que c'était très bon, mais il m'a dit entre quatre yeux, comme quoi parfois, il faut savoir laisser parler le produit. Le jour-là, j'ai eu un clic. J'ai dit, ah, s'il me dit ça, papy, il y a certainement de raison. Et bon, j'y ai beaucoup réfléchi, et maintenant, ma cuisine, vous voyez, parfois, la branche de laurier dans le ragoût de veau, je vais dire n'importe quoi, je ne vais plus la mettre. Il y a beaucoup de choses qui sont épurées. Et on va directement au produit. Si j'ai un bon potimarron bio, je ne vais pas m'amuser à mettre 2 oignons et une tête d'ail dedans pour que le potage soit bon. Pourquoi cacher le potimarron avec des oignons qui ne sont pas bons? Bon, même si l'oignon est bon, c'est pas grave, on veut faire un velouté de potimarron. Donc on va se concentrer uniquement sur le potimarron. On va lui mettre un bon lait dedans, un bon beurre, mais on ne va pas rajouter des éléments perturbateurs pratiquement, on va dire. Donc c'est vraiment la démarche qu'on doit utiliser. Si M. Bocuse m'entendait, il faudrait faire la tête. Il faut un peu pousser ces vieilles recettes, parce que le produit est de mieux en mieux. Et si on veut acheter du bon produit, ne le maquillez pas, ne le transformez pas de trop. Goûtez-le à cru, et goûtez-le encore quand il se transforme. Et parfois, il faut savoir arrêter la cuisson avant. Il faut vraiment être à l'écoute de son produit. Mais le manger cru, c'est la meilleure chose. Donc, voilà. Merci. Je vais parler du menu vite fait parce qu'après vous allez prendre l'apéritif. Donc de tête parce que je ne l'ai pas en tête là. Donc nous allons faire 3 petits canapés. Et à chaque fois, je vais essayer d'utiliser un produit de Yon, Iñaki ou Monsieur Etchar. Donc pour le premier amuse-bouche, ça sera j'ai reçu les 2 agneaux entiers sur la carcasse, donc j'ai raclé tout ce que je pouvais. Donc j'ai fait un petit tartare pour le canapé avec de petits cheese de terre. Iñaki, j'utilise son yaourt à boire qui est vraiment exceptionnel. Regardez comme je suis fin. J'en mange tous les jours avec des bananes et des céréales avant de partir faire du vélo, c'est magnifique. Donc je l'ai juste mélangé avec un petit peu de sel et un petit peu de menthe. Et dessus, en fait, cette préparation, c'est pour contraster une gambasse que j'ai fait griller avec du cumin. Donc je vous conseille de manger la gambasse en premier, qui est assez forte. Et après, rincez-vous la bouche avec le yaourt assez liquide et assez acide. J'ai juste rajouté un petit peu de sel. Et Yon, j'ai utilisé sa fameuse farine de maïs pour faire un petit talois. Donc voilà. Donc talois avec du lomo ibérique et une petite crème de fromage de brebis. Donc ensuite, vous allez passer à table. Et là, j'ai réussi à réunir les 3 fournisseurs sur la même assiette. C'est-à-dire que j'ai fait une talois un peu plus grosse, j'ai fait une petite crème avec le fromage d'Iñaki, et j'ai récupéré les ventres des agneaux, et j'ai fait un petit lard que j'ai cuit sous vide, parce que j'avais pas eu assez de temps pour le faire sécher et saler. J'ai reçu les agneaux mercredi, donc je les ai cuits sous vide et on va les faire à la plancha. Donc les 3 producteurs seront réunis sur la même assiette. Ensuite, ça sera, nous allons aller avoir une petite crème de cèpe. Je l'ai fait un peu rustique, on va dire. Je l'ai fait bien épaisse, au lieu de la passer au chinois. Je l'ai mixée, donc elle est cuite avec un petit peu de foie gras, un petit peu d'oignon, un petit peu de vin rouge. Voilà, c'est vraiment riche. Il doit pleuvoir, désolé. Il ne doit pas faire chaud, désolé. Donc elle est assez épaisse, donc c'est plus une soupe sauce, on va dire.
Et dessus, j'ai utilisé le fromage à tartiner de Iñaki. Et je l'ai juste mélangé avec un petit peu d'huile d'olive et du sel. Et je l'ai roulé dans 3 petits accompagnements. C'est de la cecina que j'ai fait sécher, des cèpes que j'ai fait sécher et de la ciboulette. Et à chaque fois, de lui mettre un petit accompagnement avec la soupe de cèpes, ça lui donne une saveur différente. C'est vraiment intéressant. Ensuite, Monsieur Etchard, je me suis occupé de votre agneau. Donc j'ai fait rôtir tout simplement les épaules et les gigots, tout simplement, avec un petit peu de marjolaine, sans le cacher, juste tranquillement. Et par contre, j'ai réutilisé tous les abats et j'ai fait une petite farce et j'ai farci les filets que j'ai fait rôtir, que j'ai cuit sous vide pour avoir 2 contrastes de cuisson. Donc voilà. Et j'ai utilisé la polenta de Yonne que j'ai fait légèrement crémeuse. Et il y aura une petite compotée de tomates fumées pour relever tout ça, donner un petit peu d'acidité. Donc on prend les tomates et on les émonde et on les fait légèrement fumer pendant quelques minutes, tout simplement. On les fait réduire. Sans oignon, sans ail, juste un petit peu de sel pour vraiment avoir le goût de la tomate. Vous allez dire, c'est facile de cuisiner. Hein. Et pour terminer, nous allons utiliser le yaourt de Yonne. Donc on s'est un peu creusé la tête parce qu'on voulait quand même un petit peu le travailler. Et donc on a pris le yaourt de Bagnier. Et après une dizaine d'essais, il s'avérait qu'on l'a servi comme il est. Parce qu'il est juste pris dans le pot. Et on a essayé de le faire refondre légèrement, vraiment un petit peu, avec un tout petit peu de gélatine pour lui donner une texture de panna cotta. C'était mon idée à la base. Et dès que vous le fondez, il a plus ce côté, vous sortez du pot et vous le mangez. Vous mangez son yaourt sorti du pot, vous avez l'impression de... Mes parents étaient agriculteurs, de boire le lait de la vache. Vous sentez tout ce gras qui vous colle le palais, la langue et les dents. Et c'est ça qui est bon dans un yaourt. On ne trouve plus ça nulle part. Hein. Vous mangez un yaourt Danone à côté, vous avez l'impression qu'il est dépassé à l'eau de Javel. La différence est telle, c'est impressionnant. Donc on a juste enlevé le yaourt qu'on a mis dans l'assiette. Et là, j'ai fait à côté c'est blanc, le yaourt. Et de l'autre côté, le cuisinier est venu un petit peu le sublimer. Mais pas trop, juste on a ajouté des petits citrus, les premières mandarines sont arrivées, un petit peu de texture, on a travaillé un peu sur les sauces. Mais vraiment léger, histoire de... Donc vous pourrez manger le yaourt en lui-même pour commencer, et après ajouter, en cassant la tuile, un petit peu de condiment si vous le désirez. Et, voilà. Et pour terminer, une petite tartelette de chocolat au piment d'Espelette. Désolé.